Le vieux homme d'affaires ordonna de faire éloigner tout le monde. Mais une jeune infirmière ignora l'ordre. Elle prit sa main et il ne la lâcha plus. « Tu as le même toucher que ma femme. » Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le ciel de Paris s'éveilla gris en cette matinée d'automne. De la large fenêtre de son manoir à Neuilly-sur-Seine, Antoine Leblanc observait la ville qui ne dormait jamais, avec des yeux fatigués. À 65 ans, l'entrepreneur qui avait bâti un empire dans le secteur de la construction contemplait l'horizon pollué avec un mélange d'ennui et de mélancolie. La vue privilégiée qu'il avait tant charmée lorsqu'il avait acquis cette propriété 20 ans auparavant ne semblait plus être qu'un symbole vide d'un succès qu'il ne parvenait plus à ressentir. Le bruit des pas pressés de Martine, la gouvernante qui travaillait pour lui depuis plus d'une décennie, résonna dans le couloir de marbre italien. Elle frappa légèrement à la porte avant d'entrer, portant un plateau d'argent avec du café, des fruits frais et la dizaine de médicaments qui faisaient partie de la routine matinale d'Antoine. « Bonjour, monsieur Leblanc. Le docteur Martin a appelé pour confirmer la consultation de 2 heures. Et votre fille Delphine a envoyé un message disant qu'elle viendra vous rendre visite ce soir. » Antoine hocha simplement la tête sans détourner son regard de la fenêtre. Les nouvelles sonnaient comme davantage d'obligations, plus de voix, plus de paroles vides qu'il faudrait supporter. La maladie dégénérative qui attaquait ses nerfs n'avait pas de remède, seulement des palliatifs. Et avec le diagnostic étaient venues les visites constantes de médecins, d'infirmiers, de thérapeutes, de proches inquiets et d'amis condescendants. « Merci, Martine. Vous pouvez laisser le plateau. » Sa voix sortit plus rude qu'il ne l'aurait voulu, mais il était fatigué de feindre la cordialité. La gouvernante acquiesça et quitta la chambre aussi silencieusement que possible, déjà habituée à l'humeur instable de son employeur. Le manoir de 3 étages, avec piscine, jardin et héliport sur le toit, était admiré par tous ceux qui passaient dans la rue arborée au cœur du quartier le plus exclusif de Paris. Pour les passants, cette construction imposante représentait le rêve français d'ascension sociale. Pour Antoine, elle était devenue une prison dorée. Il s'éloigna de la fenêtre avec difficulté, s'appuyant sur la canne de bois sculptée qui l'accompagnait ces derniers mois. Chaque mouvement exigeait un effort, chaque pas était une bataille contre son propre corps. En passant par le couloir décoré d'œuvres d'art coûteuses, acquises lors de ventes aux enchères internationales, Antoine jetait à peine un regard aux toiles qui furent un jour source de fierté. Des tableaux de Matisse, Cézanne et Renoir s'ornèrent les murs comme témoins silencieux d'une vie dédiée à l'accumulation. En arrivant dans le salon principal, il trouva son fils aîné, Richard, qui feuilletait des documents avec une expression sérieuse. À 40 ans, Richard avait pris la présidence des entreprises Leblanc, quand la santé de son père avait commencé à se détériorer. Mince, toujours impeccablement vêtu et avec des cernes permanents, il était l'image vivante de l'exécutif français qui a réussi. « Père, nous devons parler de la fusion avec le groupe Leroy. Il y a des clauses qui nécessitent votre approbation. » Richard parla sans lever les yeux des papiers, comme si le temps était une ressource trop rare pour être gaspillée en salutations. « Bonjour à toi aussi, Richard. » L'ironie était l'une des rares armes qu'Antoine maîtrisait encore avec brio. « Ne puis-je avoir un moment de paix même dans ma propre maison ?» Le fils leva enfin les yeux, un mélange d'impatience et d'inquiétude dans son regard. « Pardonnez-moi, père, mais le marché n'attend pas, et les actionnaires font pression. Pour une décision. » Les actionnaires, Antoine laissa échapper un rire amer. Ces vautours ne veulent savoir que des dividendes, peu importe le coût. Richard soupira, fermant le dossier de documents. « Nous pouvons en parler plus tard, mais c'est urgent. Tout est urgent dans cette maison. Tout est important, vital, urgent. Mais sais-tu ce qui compte vraiment, Richard? Le silence? Un moment de paix? Cela serait vraiment urgent pour moi maintenant. » Le fils se leva, visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Avant qu'il ne puisse répondre, la
Sonnette retentit, annonçant une nouvelle visite. Martine se précipita dans le couloir pour répondre à la porte. Quelques minutes plus tard, le docteur Martin entra dans le salon, portant sa mallette de cuir noir. Le neurologue de renommée internationale avait avancé sa visite, réorganisant probablement son agenda chargé pour accommoder l'illustre patient. « Monsieur Leblanc, comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il avec cette voix étudiée et compatissante qu'Antoine détestait tant. Comme un homme de 65 ans dont le système nerveux décide d'avoir sa propre volonté. « Comment pensez-vous que je me sente, docteur » L'acidité dans sa voix était palpable. « Le tu sais » Médecin sourit avec condescendance. « Je comprends votre frustration, mais nous devons rester optimistes. Les nouveaux médicaments que j'ai prescrits la dernière fois produisent-ils un effet ? Si par effet, vous voulez dire me rendre étourdi et avoir la bouche sèche, oui, il fonctionne parfaitement. » Docteur Martin échangea un regard significatif avec Richard, comme si Antoine n'était pas présent ou incapable de percevoir la communication silencieuse entre eux. « Faisons quelques examens, d'accord ? Et ensuite, nous parlerons d'ajustement. » Dans la médication, la matinée s'étira entre examens, questions répétitives, visites d'infirmiers qui mesurèrent la pression, prélevèrent du sang et offraient des sourires étudiés. Chaque interaction était comme une petite atteinte à sa dignité. Chaque mot de faux espoir une offense à son intelligence. Après le déjeuner qu'il toucha à peine, Antoine insista pour rester seul dans le jardin. L'espace avait été conçu par le célèbre paysagiste André Le Nôtre, avec des espèces de la flore française soigneusement distribuées, pour créer un refuge vert au cœur de la métropole. C'était le seul endroit du manoir où il trouvait encore un certain confort. Assis sur un banc en bois précieux, sous l'ombre d'un majestueux tilleul, Antoine observait le mouvement des employés à travers la propriété. Jardiniers, gardes, femmes de ménage, chauffeurs, une petite ville à son service et pourtant il se sentait complètement seul. Son esprit vagabonda vers le passé, vers les temps où il escaladait les échafaudages de ses constructions, quand il négociait personnellement avec les fournisseurs et les clients, quand sa présence imposait le respect et non la pitié. Il se souvint de l'énergie qui l'animait, du feu qui le consumait dans la quête incessante de plus de contrats, plus d'édifices, plus d'argent, plus de prestige. Dans cette quête, combien de déjeuners de famille avait-il manqué? Combien d'anniversaires des enfants? Combien d'occasions d'être simplement présent? Le compte était trop long pour être fait maintenant. Le bruit de pas légers sur la pelouse interrompit ses pensées. Il se tourna avec difficulté, s'attendant à trouver un autre employé avec un message urgent ou une question irritante. Au lieu de cela, il vit une femme qu'il ne reconnut pas immédiatement. Elle était jeune, peut-être 30 ans, vêtue simplement mais élégamment. Ses cheveux noirs et bouclés étaient attachés en un chignon décontracté, et ses yeux bruns foncés le regardaient avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Il n'y avait ni pitié, ni peur, ni la déférence habituelle que tous manifestaient en sa présence. « Monsieur Leblanc, je suis Louise Dubois, votre nouvelle accompagnatrice thérapeutique. » Sa voix était calme, mélodieuse, sans le ton artificiel qui l'agaçait tant chez les professionnels de santé. Le docteur Martin a dû mentionner que je commencerais aujourd'hui. Antoine fronça les sourcils. Une de plus pour me dire comment je dois respirer, manger et dormir, ou peut-être avez-vous une nouvelle philosophie orientale à me vendre comme remède miracle? La femme ne sembla pas ébranlée par la grossièreté. Au lieu de répondre immédiatement, elle s'assit sur le banc à côté de lui, gardant une distance respectueuse, et regarda simplement le jardin. « C'est un bel endroit. »« Pour être en silence, » dit-elle finalement sans le regarder. « Parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est simplement d'être présent, sans parole. » Antoine la regarda avec surprise, incapable de cacher son étonnement devant ces paroles, qui semblaient faire écho à ses propres pensées. Pendant un moment fugace, un éclair de curiosité traversa ses yeux fatigués, comme un rayon de soleil qui trouve une fissure dans un ciel nuageux. Les jours suivants apportèrent un changement subtil dans la routine du manoir Leblanc. Tandis que médecins, infirmiers et membres de la famille continuaient leur défilé interminable de visites et de recommandations, Louise établit une présence différente. Elle n'arrivait pas avec une liste d'activités thérapeutiques ou de conseils non sollicités. Elle n'insistait pas sur des conversations forcées
et ne manifestait pas cette pitié mal dissimulée qui irritait tant Antoine. Au lieu de cela, elle respectait ses silences. Quand il souhaitait rester seul dans le jardin, elle demandait simplement si elle pouvait se joindre à lui, et si la réponse était affirmative, elle s'asseyait à une distance confortable, parfois lisant un livre, d'autres fois contemplant simplement les plantes ou le ciel. Il n'y avait pas la pression constante de la conversation, ni le poids des attentes. Un après-midi particulièrement difficile, lorsque la douleur était plus intense et son humeur plus sombre, Antoine trouva Louise dans la bibliothèque du manoir, organisant quelques livres. « Vous n'avez pas besoin de ranger ça. J'ai des employés pour ce genre de service, dit-il, s'appuyant lourdement sur sa canne. Louise se retourna calmement, replaçant un exemplaire ancien de « À la recherche du temps perdu » sur l'étagère. « Je ne range pas, j'explore. J'ai toujours cru que la bibliothèque d'une personne révèle beaucoup sur elle. » Ses yeux parcoururent les étagères qui allèrent du sol au plafond. Proust, Balzac, Camus, une littérature de poids. J'imaginais que vos goûts seraient plus orientés vers des livres d'affaires ou des biographies de grands entrepreneurs. Antoine s'approcha avec difficulté, regardant les livres comme s'il les voyait pour la première fois depuis longtemps. C'est ma femme qui les collectionnait. Thérèse était professeure de littérature. Sa voix changea en mentionnant le nom de son ex-femme, devenant plus douce, presque nostalgique. Quand nous nous sommes séparés, elle a laissé la collection. Elle a dit que peut-être un jour j'aurais le temps de lire autre chose que des contrats et des rapports financiers. Louise ne demanda pas plus, ne força pas la conversation vers ce territoire délicat. Au lieu de cela, elle retira un autre livre de l'étagère. « Celui-ci semble bien manipulé », commenta-t-elle, montrant un exemplaire de Madame Bovary avec des marques d'usage et des pages jaunies. « C'était le premier cadeau que j'ai fait à Thérèse », admit-il, se surprenant lui-même par cette confession. « J'étais à l'école d'ingénieur, elle étudiait les lettres. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie du quartier latin. Un silence confortable s'établit entre eux, et pour la première fois depuis longtemps, Antoine ne ressentit pas le besoin de le remplir avec des paroles acerbes ou des commentaires sarcastiques. « Aimeriez-vous que je vous lise quelque chose ?» demanda Louise, sans aucune condescendance dans sa voix. C'était une offre authentique, pas une tentative déguisée de le divertir comme s'il était un enfant. Antoine hésita, puis acquiesça presque imperceptiblement. Il s'assit dans un fauteuil en cuir vert foncé, tandis que Louise tirait un petit tabouret et s'installait à une distance respectueuse. Sa voix coulait douce et rythmique, tandis qu'elle lisait les mots de Flaubert, remplissant la bibliothèque d'une énergie différente de tout ce que cette maison avait connu ces dernières années. Quand Delphine, la fille cadette d'Antoine, arriva pour sa visite quotidienne, elle trouva une scène qui la laissa momentanément sans voix. Son père, normalement tendu et irritable, était allongé dans le fauteuil les yeux fermés, une expression presque sereine sur son visage, tandis que Louise lisait à voix basse. « Père » appela Delphine depuis la porte, incertaine de devoir interrompre. Antoine ouvrit lentement les yeux comme qui sort d'une transe agréable. « Ah, Delphine, c'est déjà 7 heures. »« Il est presque 6 heures. Je suis venu voir comment vous alliez. » Ses yeux alternaient entre son père et l'inconnu qui fermait calmement le livre. « Je vais bien, mieux que je ne l'ai été depuis des jours. » Il y avait une sincérité inhabituelle dans sa voix. « Voici Louise Dubois, ma nouvelle accompagnatrice. Thérapeutique. Louise, ma fille Delphine. » Louise se leva avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Delphine. Votre père a été un patient intéressant. » Delphine, une femme d'une trentaine d'années, avec les mêmes yeux pénétrants que son père, mais une expression plus douce, serra la main de Louise avec une curiosité mal dissimulée. « J'espère qu'il n'est pas trop difficile. Mon père a le don de faire fuir les soignants plus vite qu'il ne fait fuir les partenaires potentiels. »« Je suis toujours là, vous savez, » grogna Antoine, mais sans l'irritation habituelle, et je ne suis pas sourd. « Pas encore, » compléta Delphine avec un sourire affectueux. « Le médecin a dit que vous devez prendre vos médicaments correctement. » Le bref moment de tranquillité se dissipa comme de la fumée. Antoine se leva avec difficulté, le visage se durcissant. « Le médecin, tout le monde dans cette maison semble mieux savoir que moi ce qui est bon pour moi. Peut-être devriez-vous tous vous réunir et décider quand je dois respirer aussi. » Louise observa la transformation avec attention.
Elle n'essaya pas d'intervenir ni d'atténuer la situation. Elle respecta ce moment entre père et fille, replaçant le livre sur l'étagère. « Je crois que je vais vous laisser discuter, » dit-elle calmement. « Monsieur Leblanc, je serai dans la salle de musique si vous avez besoin de moi. » Quand Louise sortit, Delphine s'approcha de son père avec une expression préoccupée. « Elle semble différente des autres, » commenta-t-elle, l'aidant à s'asseoir à nouveau. « Vous sembliez en paix quand je suis arrivé. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Ses yeux suivirent la silhouette de Louise jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. « Elle ne parle pas trop, » dit-il finalement. « Elle ne tente pas de me remonter le moral avec des platitudes vides, ni ne me traite comme un vieux sénile. » Delphine sourit, prenant la main de son père entre les siennes. « Alors nous devrions la garder. C'est la première fois depuis des mois que je vous vois sans cette expression de quelqu'un qui a mangé du citron au petit déjeuner. » La visite de Delphine se poursuivit avec les mises à jour habituelles sur les petits-enfants. Ses fils jumeaux Pierre et Paul, de 10 ans, qu'Antoine voyait de moins en moins en raison de son état de santé. Il y avait une tristesse mâle, dissimulée quand elle montrait des photos des garçons sur son téléphone, racontant le championnat de natation ou les notes à l'école. « Ils demandent après leur grand-père, » dit Delphine, hésitante. « Il vous manque. » Antoine détourna le regard vers la fenêtre. « Je ne veux pas qu'ils me voient comme ça, qu'ils se souviennent de moi ainsi. Père, ils ne se soucient pas de la CAN ou si vous ne pouvez plus jouer au football avec eux. Ils veulent juste être près de leur grand-père. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Richard, qui entra dans la bibliothèque avec le téléphone dans une main et un dossier de documents dans l'autre. « Nous avons finalement conclu l'accord avec les Chinois, » annonça-t-il, comme s'il continuait une conversation interrompue quelques instants auparavant. « Mais nous avons besoin de votre signature pour formaliser la joinventure. » Delphine lança un regard irrité à son frère. « Sérieusement, Richard? Même pas un bonsoir ou un « comment allez-vous, père ?» Juste les affaires. Richard soupira, rangeant son téléphone dans sa poche. « Désolé, bonsoir, père, comment vous sentez-vous » « Comme un homme dont les enfants discutent de lui comme s'il n'était pas présent, » répondit Antoine, avec une amertume renouvelée. « Laissez les documents là, je vais les regarder plus tard. »« Mais c'est urgent, » insista Richard. « Les investisseurs attendent une réponse d'ici demain matin. » Les investisseurs attendent toujours quelque chose d'urgent. Le monde continuera de tourner si je signe cela demain au lieu d'aujourd'hui. Delphine intervint avant que la discussion ne s'intensifie. « Richard, s'il te plaît, pouvons-nous avoir une soirée en famille sans parler d'affaires ?» Le dîner se déroula dans un silence tendu, brisé seulement par des commentaires superficiels sur le temps ou la nourriture. Antoine mangea peu, plus par obligation que par appétit. Quand le dessert fut servi, il demanda à se retirer, alléguant la fatigue. Dans l'intimité de sa chambre, il ressentait le poids de la solitude plus intensément. Les murs du manoir, malgré le fait qu'ils abritaient tant de personnes, semblaient se comprimer autour de lui. Il s'approcha de la fenêtre, observant les lumières de Paris qui brillaient comme des étoiles tombées. Là-bas, la vie continuait, à son rythme frénétique, indifférente à sa souffrance. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Il s'attendait à ce que ce soit Martine avec les médicaments nocturnes, mais à sa surprise, c'était Louise qui entra après son consentement. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur Leblanc. Je voulais juste savoir si vous aviez besoin de quelque chose avant que je ne parte. » Antoine remarqua qu'elle portait l'exemplaire de Madame Bovary sous le bras. « Vous emportez le livre ?» demanda-t-il, indiquant le volume d'un geste. « Si vous le permettez, j'aimerais terminer la lecture à la maison. » Il acquiesça, et puis, sans planification préalable, les mots s'échappèrent de ses lèvres. « Pourquoi ne faites-vous pas comme les autres? Vous n'essayez pas de me convaincre que tout ira bien, que la science avance tous les jours, que je dois garder une pensée positive. » Louise resta sur le seuil de la porte, ses yeux rencontrant les siens sans détourner le regard. « Parce que ce serait irrespectueux de vous mentir, et parce que parfois, ce dont nous avons besoin n'est pas plus de mots, mais quelqu'un qui soit vraiment présent. » La réponse flotta dans l'air entre eux, simple et profonde à la fois. Antoine sentit quelque chose bouger en lui, comme une porte longtemps verrouillée qui commençait à s'ouvrir. « Merci, » dit-il finalement, avec une sincérité qui les surprit tous les deux, de ne pas essayer de remplir chaque silence avec du bruit. Louise sourit légèrement et hocha la tête. « À demain, monsieur Leblanc. » Quand elle ferma la porte derrière elle,
Antoine resta immobile pendant un long moment. Il y avait quelque chose chez cette femme, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir, mais qui apportait une étrange sensation de familiarité. Comme si, d'une manière incompréhensible, elle le connaissait mieux que les personnes qui faisaient partie de sa vie depuis des décennies. Les semaines suivantes apportèrent une routine différente pour le manoir de Neuilly-sur-Seine. La présence de Louise était devenue une constante rassurante au milieu du chaos des médecins, thérapeutes et réunions d'affaires qui remplissaient encore les journées d'Antoine. Peu à peu, les employés de la maison remarquaient des changements subtils dans le comportement du maître. Moins d'explosions de colère, plus de moments de contemplation calme, même un sourire discret, occasionnel. Par un matin ensoleillé, de samedi, quand le bourdonnement de la ville semblait plus distant, Antoine demanda à prendre son petit déjeuner dans le jardin. Louise l'accompagnait, l'aidant à s'installer sous l'ombre généreuse d'un cerisier chargé de fruits sombres. « Mon grand-père avait une ferme dans le sud de la Provence », commenta-t-il, observant l'arbre. « J'y passais les étés quand j'étais enfant. Il y avait des cerisiers comme celui-ci partout. » Louise sourit, servant du thé pour tous les deux. Ça devait être une bonne enfance. Elle était simple. Antoine prit une gorgée de thé, sentant la chaleur de la boisson descendre dans sa gorge. Mon père était comptable en ville, ma mère institutrice. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions jamais de rien. Le luxe était de passer les vacances dans la ferme de mon grand-père, courir dans les champs, grimper aux arbres. Et comment le garçon de Provence s'est-il transformé en magnate de la construction civile de Paris? Demanda Louise avec un intérêt sincère. Antoine laissa échapper un bref rire. Ambition, travail acharné et peut-être un peu d'obsession. Ses yeux prirent un éclat distant, comme s'il voyait le passé matérialisé devant lui. « Je suis venu à Paris à 18 ans pour étudier l'ingénierie. Je travaillais le jour et étudiais le soir. Mon premier emploi était comme aide de chantier, portant des sacs de ciment et faisant du café pour les maçons. Ça a dû être difficile. Ça l'était. Mais il y avait quelque chose de viscéral à voir un bâtiment naître du sol. J'ai commencé comme aide et en 5 ans, j'étais ingénieur responsable. En 10 ans, j'avais ma propre entreprise de construction. » Il fit une pause, son regard parcourant le jardin luxueux. « J'ai construit cet empire brique par brique. Et dans le processus, encouragea Louise lorsqu'il laissa la phrase en suspens. Dans le processus, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi. » Antoine tourna son regard vers elle, et il y avait une vulnérabilité rare dans ses yeux. « J'ai manqué le premier jour d'école de mes enfants. J'ai manqué des anniversaires, des récitals, des matchs de football. J'ai perdu mon mariage. » Un oiseau chanta quelque part à proximité, comme pour souligner ce moment de confession. Louise ne remplit pas le silence avec des consolations vides ou des conseils non sollicités. Elle hocha simplement légèrement la tête, reconnaissant la douleur de cet aveu. « Savez-vous ce qui est ironique ?» continua-t-il après un moment. « J'ai construit des centaines de maisons pour que d'autres familles y vivent. J'ai créé des espaces pour que les gens rient, pleurent, aiment, et ma propre maison n'a jamais vraiment été un foyer. »« Il est encore temps, » dit doucement Louise. Antoine la regarda avec un mélange de scepticisme et d'espoir. « Du temps ? Avec cette maladie qui consume mon corps jour après jour, les médecins peuvent ne pas le dire clairement, mais je sais que je perds cette bataille. » « La vie ne se mesure pas en années, mais en moments, » répondit-elle, tenant doucement sa main tremblante. « Et un moment véritable vaut plus que des décennies d'existence vide. » Son toucher était chaud et réconfortant. Antoine ne retira pas sa main, se surprenant lui-même par le confort qu'il trouvait dans ce contact simple. Il y avait quelque chose chez Louise qui éveillait une confiance qu'il croyait avoir perdue depuis longtemps. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit-il soudainement. Je n'arrive pas à identifier qui, mais il y a quelque chose de familier en vous. » Une légère rougeur colora ses joues, presque imperceptible. « Peut-être ai-je un de ces visages communs. »« Il n'y a rien de commun en vous, Louise. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir, trop sincères pour un homme qui se cachait depuis des décennies derrière une façade de froideur et de pragmatisme. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Pierre et Paul, les petits-fils jumeaux, qui arrivèrent en courant dans le jardin, accompagnés par Delphine. Les garçons, en voyant leur grand-père, ralentirent leurs pas, comme s'ils se rappelaient les recommandations de leur mère de ne pas être bruyants ou agités près de lui.
Grand-père, appela Pierre, le plus extraverti des deux, maintenant une distance prudente. Nous avons apporté nos dessins de l'école pour que vous les voyiez. Antoine ressentit une pointe de tristesse en percevant l'appréhension dans les yeux de ses petits-fils. À quel moment était-il devenu quelqu'un qui inspirait la peur au lieu de l'affection? « Venez ici, garnement, appela-t-il, ouvrant les bras dans un geste qui le surprit lui-même. « Laissez-moi voir ces dessins. » Les garçons s'approchèrent avec une hésitation initiale qui se transforma rapidement en enthousiasme quand leur grand-père les accueillit avec un sourire sincère. Delphine observait la scène avec un mélange de surprise et d'émotion, ses yeux rencontrant ceux de Louise dans un remerciement silencieux. Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère qui ne s'était pas vue depuis longtemps dans le manoir Leblanc. Les jumeaux, encouragés par la réceptivité de leur grand-père, parlèrent de l'école, des amis, de l'équipe de football. Antoine écoutait avec une attention sincère, posant des questions, riant des histoires enfantines, partageant quelques souvenirs de sa propre enfance. Louise se tenait discrètement à l'écart, permettant à ce moment familial de s'épanouir sans interférence. Quand Delphine s'approcha d'elle, offrant un café, il y avait de la gratitude dans ses yeux. « Je ne sais pas ce que vous faites, mais merci, » chuchota Delphine. « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon père ainsi. »« Je ne fais rien d'autre qu'être présente, » répondit Louise avec simplicité. « Votre père est un homme extraordinaire sous toutes ses couches d'amertume. Vous parlez comme si vous le connaissiez depuis des années, pas des semaines. » Quelque chose d'indéfinissable passa sur le visage de Louise, trop rapide pour être interprété. Parfois, nous connaissons mieux un étranger en silence que des personnes proches au milieu de beaucoup de bruit. Delphine l'étudia avec un intérêt renouvelé. Vous êtes différente des autres professionnels que nous avons engagés. Plus, je ne sais pas, vraiment présente. Louise se contenta de sourire en réponse, ses yeux revenant vers Antoine, qui montrait maintenant au petit-fils une ancienne collection de voitures miniatures qu'il gardait sur une étagère du salon. Il y avait une lumière dans son regard qui transformait son visage, adoucissant les lignes profondes de préoccupation et de tension. Pendant le déjeuner, Richard se joignit à la famille, apportant comme toujours son aura d'urgence et d'engagement incontournable. En trouvant son père en train de rire avec ses neveux, il s'arrêta un moment confus par cette scène inhabituelle. « On dirait que je manque la fête », commenta-t-il, essayant de paraître léger, mais avec une note de malaise. « Viens te joindre. »« À nous, fils », invita Antoine avec une cordialité qui fit Richard hausser les sourcils de surprise. Les garçons me racontaient leur projet de science. Richard s'assit, visiblement mal à l'aise dans l'ambiance de détente familiale. Ses yeux rencontrèrent ceux de Louise, qui observait discrètement l'interaction, et il inclina légèrement la tête en reconnaissance silencieuse. Le déjeuner fut servi sur la terrasse, avec vue sur le jardin et la piscine. La nourriture, simple, un cassoulet préparé par la cuisinière Madame Suzanne, qui travaillait pour la famille depuis des décennies, contrastait avec l'opulence de l'environnement. C'était l'un des rares plats qui éveillait encore l'appétit d'Antoine. « Vous souvenez-vous quand maman faisait du cassoulet le samedi, père ?» demanda Delphine, se servant de la salade. Toute la maison avait cette odeur. « Je m'en souviens », répondit Antoine, et il y avait une douceur inhabituelle dans sa voix. Thérèse avait un don spécial pour la cuisine. Elle a appris avec sa mère qui était de Nice. « Grand-mère Thérèse cuisinait pour vous ?» demanda Paul, le plus calme des jumeaux, avec une curiosité sincère. Un silence momentané tomba sur la table. Delphine et Richard échangèrent des regards rapides, préoccupés par la mention de la grand-mère que les garçons connaissaient à peine. Le divorce avait été un sujet délicat pendant des années, rarement discuté ouvertement. « Oui, petit curieux », répondit Antoine de façon surprenante. « Votre grand-mère Thérèse était professeure de littérature, mais elle cuisinait comme un chef professionnel. Dans les premières années de notre mariage, quand je n'avais pas encore beaucoup d'argent, elle faisait des miracles en cuisine, avec le peu que nous avions. » Les yeux des garçons s'écarquillèrent, fascinés par cet aperçu d'un passé qu'ils ignoraient. « Et pourquoi grand-mère ne vient pas nous rendre visite ?» demanda Pierre innocemment. Delphine intervint rapidement. « Pierre, ce n'est pas... »« Non, c'est bon. » Antoine l'interrompit avec gentillesse. « C'est une question valable. » Il se tourna vers son petit-fils, choisissant ses mots avec soin. « Ta grand-mère et moi avons suivi des chemins différents il y a longtemps, Pierre. Parfois,
Même quand les gens s'aiment, ils découvrent qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ce n'était pas sa faute, ni la mienne. C'est simplement arrivé. C'était la première fois depuis des années qu'Antoine parlait si ouvertement du divorce. Richard observait son père avec une expression indéchiffrable, tandis que Delphine luttait contre les larmes qui menaçaient de se former. « Elle habite à Nice maintenant », continua Antoine, surprenant ses enfants avec cette information qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. « Certainement, elle est retournée dans sa ville natale après notre séparation. »« Vous lui parlez encore ?» demanda Delphine, hésitante. Antoine secoua la tête. « Non, et c'est l'un des nombreux regrets que je porte. » Le déjeuner se poursuivit dans un climat de réflexion. Quand le dessert fut servi, crème caramel, une autre spécialité de Madame Suzanne, Antoine semblait fatigué, mais d'une manière différente. Ce n'était pas l'épuisement amer et irritable des dernières années, mais une fatigue tranquille, comme s'il avait accompli un travail significatif. « Je crois que je vais me reposer un peu », annonça-t-il, se levant avec difficulté. Louise s'approcha discrètement pour l'aider, mais à la surprise de tous, ce fut Richard qui s'avança, offrant son soutien à son père. « Je vous accompagne », dit le fils aîné, avec une gentillesse inhabituelle dans sa voix. Tandis que les deux s'éloignaient vers la chambre. Delphine s'approcha de Louise, qui ramassait les dessins que les garçons avaient laissés sur la table. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit-elle à voix basse. « Il y a quelques semaines, mon père supportait à peine d'être dans la même pièce que les enfants. Aujourd'hui, il a raconté des histoires, rit, même parlé de ma mère sans amertume. » Louise sourit, remettant les dessins à Delphine. « Votre père redécouvre des parties de lui-même qui étaient endormies, pas perdues. Vous avez une formation en psychologie ?»« Pas exactement, » répondit Louise vaguement. « Disons que j'ai beaucoup appris sur le silence et ses pouvoirs curatifs. » Plus tard, quand la maison s'était enfin apaisée, Antoine trouva Louise à nouveau dans la bibliothèque. Elle feuilletait un album de photographies anciennes qu'elle avait découvert dans l'une des étagères inférieures. « Excusez-moi, » dit-elle en percevant sa présence. « Je ne devrais pas fouiller dans vos affaires personnelles. »« Ce n'est rien, » répondit-il, s'approchant d'un pas lent mais sûr. « Ce ne sont que des souvenirs poussiéreux. » Antoine s'assit à côté d'elle sur le canapé en cuir, regardant les photographies de temps plus heureux, lui et Thérèse, jeunes et souriants, les enfants petits, des voyages en famille, des célébrations. « Savez-vous ce qui m'afflige le plus ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Ce n'est pas la maladie en soi, ni même la perspective de partir. C'est de penser à tout ce que j'ai manqué de vivre pendant que je poursuivais une fortune qui maintenant ne m'apporte aucun confort. » Louise ferma doucement l'album, ses yeux rencontrant les siens. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Antoine. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, et le son avait une intimité qui le prit au dépourvu. À ce moment, quelque chose changea entre eux. Une barrière invisible tomba, et Antoine sentit comme s'il était réellement vu par quelqu'un pour la première fois depuis des décennies. Un matin d'août apporta à Paris cette pluie fine et persistante qui semblait laver la pollution de l'air, révélant un ciel étonnamment bleu quand les nuages se dissipèrent enfin. Antoine se réveilla en se sentant étrangement revigoré. Ces derniers jours, sa condition physique semblait s'être stabilisée. Les tremblements n'avaient pas diminué, mais ils n'avaient pas non plus empiré, et les douleurs qui le tourmentaient semblaient plus contrôlables. Le docteur Martin avait rendu visite la veille, se surprenant des petits progrès. « Je ne veux pas créer de faux espoirs, monsieur Leblanc, mais vos derniers examens montrent un ralentissement dans la progression de la maladie. Peut-être que les nouveaux médicaments fonctionnent mieux que nous l'espérions. » Antoine savait que ce n'était pas seulement les médicaments, quelque chose avait changé en lui, une transformation subtile mais profonde qui avait commencé avec l'arrivée de Louise dans sa vie. L'amertume qui pendant si longtemps lui avait servi de bouclier contre le monde commençait à se dissiper, comme la brume sous le soleil du matin. Il s'habilla avec soin, optant pour une chemise bleu clair au lieu de l'habituel noir ou gris. Quand Martine entra avec le petit déjeuner, elle ne put cacher sa surprise en voyant le maître déjà debout, arrangé et avec un léger sourire sur le visage. « Bonjour Martine », la salua-t-il, ajustant les poignets de sa chemise. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ?» La gouvernante cligna des yeux momentanément sans mots. « Oui, monsieur, la pluie s'est arrêtée et le soleil est apparu. »« Parfait. J'aimerais
prendre le petit déjeuner dans le jardin aujourd'hui. Et pourriez-vous prévenir Louise que je souhaite lui parler dès son arrivée? Bien sûr, monsieur Leblanc. Martine hésita à la porte. Si vous me permettez de le dire, vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Antoine acquiesça en remerciement, et la gouvernante se retira non sans jeter un dernier regard surpris au maître. Tandis qu'il descendait les escaliers avec précaution, s'appuyant sur la rampe, Antoine réfléchissait aux changements des dernières semaines. Le manoir, qui auparavant semblait une prison dorée, commençait à retrouver un peu de l'atmosphère, de foyer qu'il avait perdu depuis si longtemps. Dans le jardin, il s'assit sous son tilleul préféré, maintenant chargé de fleurs jaunes qui tombaient occasionnellement comme une pluie dorée avec la brise matinale. Le café était chaud et aromatique, les fruits frais et juteux. Antoine fut surpris par son propre appétit, savourant chaque bouchée comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. C'est ainsi que Louise le trouva quand elle arriva, ponctuellement à 8 heures du matin. Elle s'arrêta un moment, l'observant. De loin, l'homme qu'elle avait connu si abattu et amer semblait maintenant presque tranquille, contemplant le jardin tout en prenant son café. « Bonjour », dit-elle, s'approchant. « Martine m'a dit que vous vouliez me parler. » Antoine leva les yeux, et un sourire sincère illumina son visage en la voyant. « Bonjour, Louise. Oui, je voulais vous inviter pour une promenade. » Une promenade? La surprise était évidente dans sa voix. « Je suis fatigué de ces murs, » expliqua-t-il, faisant un geste qui englobait le manoir. « Aussi grande et luxueuse soit-elle, cette maison a été ma prison. Aujourd'hui, je me sens assez bien pour sortir, et j'aimerais que vous m'accompagniez. »« Vous? Êtes sûr ?» Le docteur Martin a recommandé. « Le docteur Martin n'est pas celui qui vit dans ce corps, » interrompit Antoine, mais sans la brusquerie habituelle. « Je sais de quoi je suis capable, et aujourd'hui, je sens que je peux affronter le monde extérieur, ne serait-ce que pour quelques heures. » Louise acquiesça, reconnaissant la détermination dans ses yeux. « Où aimeriez-vous aller? »« Il y a un endroit que je n'ai pas visité depuis plus de 20 ans, » répondit-il, une note de nostalgie dans sa voix. « Le centre culturel du Marais. C'était le premier grand projet de mon entreprise de construction, celui qui a vraiment mis le nom Leblanc sur la carte. » Une demi-heure plus tard, le chauffeur de la famille, Sébastien, guidait la Mercedes berline dans les rues de Paris. Antoine avait opté pour une voiture moins tape à l'œil que la Rolls-Royce qu'il utilisait normalement et avait insisté pour s'asseoir sur la banquette arrière avec Louise, au lieu d'utiliser la limousine avec séparation. La ville pulsait avec son énergie caractéristique, le mouvement incessant des gens, le bruit de la circulation, le mélange d'architecture, qui racontait l'histoire d'une métropole en constante transformation. Antoine observait tout avec des yeux renouvelés, comme s'il voyait Paris pour la première fois. « J'ai construit plus de 100 bâtiments dans cette ville », commenta-t-il, pointant occasionnellement vers un gratte-ciel ou un complexe commercial. « Chacun d'eux a une histoire, un défi spécifique que nous avons dû surmonter. » Louise l'écoutait avec une attention sincère, posant des questions occasionnelles qui démontraient un véritable intérêt. Sa présence à ses côtés était réconfortante, non invasive, non condescendante, juste chaleureuse et attentive. Quand ils arrivèrent au Marais, Antoine sentit un pincement au cœur qui n'avait rien à voir avec sa maladie. Le quartier avait beaucoup changé ces dernières décennies, mais le centre culturel restait imposant, une structure moderne et audacieuse pour l'époque où il avait été construit, avec de larges fenêtres et une façade qui combinait béton apparent et éléments métalliques. « C'était mon premier projet vraiment ambitieux », expliqua-t-il tandis que Sébastien l'aidait à sortir de la voiture. « Je n'avais que 35 ans et une petite entreprise de construction. Personne ne croyait que nous pourrions exécuter un projet de cette envergure. »« C'est magnifique », commenta Louise, sincèrement admirant l'architecture. L'architecte était un jeune talentueux nommé Jean Moreau, fraîchement diplômé des Beaux-Arts. Personne ne voulait risquer de l'engager pour un projet aussi important, mais quelque chose dans ses dessins m'a captivé. Il y avait une vision, une audace. Antoine fit une pause, ses yeux parcourant le bâtiment avec un mélange de fierté et de mélancolie. Jean est devenu l'un de mes meilleurs amis. Quelque chose dans la manière dont il prononça ce nom fit Louise détourner momentanément le regard. Antoine ne le remarqua pas, absorbé dans ses souvenirs, tandis qu'il marchait, lentement vers l'entrée du centre culturel. L'intérieur du bâtiment était encore plus impressionnant, un vaste atrium central, avec la lumière naturelle entrant par les verrières,
des galeries d'art disposées sur des niveaux qui se connectaient par des escaliers et des rampes douces, créant un flux organique de visiteurs. Quand nous avons inauguré cet endroit, continua Antoine, sa voix plus basse maintenant, presque révérencieuse, c'était une célébration non seulement du bâtiment, mais d'une vision de la ville. Nous voulions créer un espace qui soit véritablement public, accessible à tous, où l'art et la culture pourraient s'épanouir. Ils marchèrent lentement dans l'espace, observant les expositions, le mouvement des gens, l'énergie vibrante du lieu. Antoine s'arrêtait occasionnellement pour observer des détails architecturaux, expliquant à Louise les solutions trouvées pour des défis spécifiques, l'histoire derrière chaque décision de conception. Après presque 1 heure d'exploration, Antoine commença à montrer des signes de fatigue. Louise suggéra une pause au café du centre culturel, un espace confortable avec vue sur un petit jardin intérieur. C'était l'endroit préféré de Jean, commenta Antoine quand ils s'assirent. Il disait qu'un bâtiment n'est pas fait seulement d'espaces grandioses, mais aussi de coins intimes où les gens peuvent se connecter. Louise observa son visage tandis qu'il parlait, notant l'éclat dans ses yeux en mentionnant son ami. « Vous deviez être très proche », commenta-t-elle doucement. Antoine acquiesça, ses doigts traçant des cercles distraits sur la table. Il était plus qu'un collaborateur, c'était un véritable ami, de ceux rares qui vous défient à être meilleurs, qui n'ont pas peur de dire la vérité même quand elle fait mal. « Que s'est-il passé avec lui ?» demanda Louise avec prudence comme si elle connaissait déjà la réponse. « Nous avons perdu contact », répondit Antoine, un chagrin évident dans sa voix. « Il y a plus de 15 ans. C'était compliqué. J'étais au sommet de l'expansion. Des affaires, obsédé par la croissance, par les chiffres. Jean a toujours été idéaliste, préoccupé par l'impact social de l'architecture, par la durabilité, des concepts qu'à l'époque je considérais comme des luxes que nous ne pouvions pas nous permettre si nous voulions être compétitifs. Il fit une pause, ses yeux perdus dans les souvenirs. Nous avons eu une terrible dispute à propos d'un projet dans une zone de captage d'eau. Je voulais construire une résidence de luxe. Il a refusé de compromettre ses principes. Des mots durs ont été échangés. L'orgueil blessé des 2 côtés. Un autre soupir profond. Nous ne nous sommes jamais reparlés après ce jour. Un silence lourd tomba entre eux. Louise semblait absorber chaque mot, chaque émotion non dite, avec une intensité qui allait au-delà de la simple empathie. « Savez-vous ce qui lui est arrivé après ?» demanda-t-elle finalement. « J'ai appris qu'il avait déménagé à Nice, ouvert un bureau plus petit là-bas, concentré sur des projets sociaux et durables. » Antoine sourit tristement. D'après ce que j'ai entendu, il a trouvé le chemin qu'il voulait toujours suivre, sans les concessions que je le poussais à faire. « Et il a fondé une famille ?» La question de Louise vint presque comme un murmure. Antoine la regarda avec une expression curieuse, comme si seulement à ce moment, il remarquait quelque chose d'étrange dans son insistance sur le sujet. Oui, il s'est marié quelques années plus tard avec une professeure d'université. Ils ont eu une fille, je crois. Ses yeux se rétrécirent légèrement. Pourquoi cet intérêt pour Jean, Louise ? Elle détourna le regard, feignant d'observer un groupe d'étudiants qui passaient par le jardin intérieur. Simple curiosité, vous parlez de lui avec tant d'affection. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère entre eux. Antoine l'observait maintenant avec une attention renouvelée, comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle dont les pièces commençaient à s'emboîter. « Vous m'avez rappelé quelqu'un dès le premier moment, » dit-il lentement. « Vos gestes, la façon dont vous inclinez la tête quand vous êtes pensive, même votre sourire. Il y a quelque chose de familier que je n'ai pas réussi à identifier jusqu'à maintenant. » Louise gardait les yeux baissés, ses mains maintenant inquiètes, sur la table. « Quel âge avez-vous, Louise ?» La question vint directe, presque abrupte. « 28 ans, répondit-elle à voix basse. « Et vous êtes de Nice. » Le mot sortit presque comme une confession. Le silence qui suivit fut dense, chargé de réalisation. Antoine la regardait avec un mélange d'émotions, surprise, confusion, même une trace de peine. « Vous êtes la fille de Jean, » dit-il finalement, non comme une question, mais comme une constatation. Louise leva finalement les yeux pour rencontrer les siens, oui. Et vous êtes venu travailler pour moi en sachant exactement qui j'étais. Une autre constatation, sa voix maintenant plus ferme. Pourquoi ?
Ce n'était pas planifié, pas initialement, expliqua-t-elle, les mots sortant précipitamment. Je suis réellement diplômée en thérapie occupationnelle. Je travaille avec des patients atteints de conditions dégénératives depuis des années. Quand j'ai su que la clinique intégrale cherchait quelqu'un pour un cas spécifique, je me suis portée candidate normalement. C'est seulement après que j'ai découvert que le patient était vous. Et vous avez décidé d'accepter quand même. Ou peut-être exactement. Pour cela, il y avait une note d'accusation dans sa voix, bien que contrôlée. J'étais curieuse, admit-elle. J'ai grandi en entendant des histoires sur Antoine Leblanc, le brillant entrepreneur qui avait été le mentor et l'ami de mon père, et aussi sur la douloureuse rupture entre vous. Votre père me détestait, affirma Antoine avec amertume. Non, répondit Louise avec une fermeté surprenante. Il ne vous a jamais détesté. Il a été blessé, oui, déçu, mais il a toujours parlé de vous avec respect, et parfois même avec nostalgie. Antoine parut momentanément désarmé par cette révélation. Alors vous êtes venu pourquoi? Observer de près l'homme terrible qui a blessé votre père, ou peut-être pour vous venger d'une certaine manière. Je suis venu pour connaître l'homme derrière les histoires, répondit-elle simplement. Et peut-être pour comprendre pourquoi mon père, malgré tout, garde encore votre portrait dans son bureau, à côté des photos de famille. Cette information prit Antoine complètement au dépourvu. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et, pendant un moment, il sembla sans mots. « Mon père a toujours dit que vous étiez un homme complexe », continua Louise, sa voix plus douce maintenant. Obstiné, parfois difficile, mais avec un cœur plus grand que vous ne le reconnaissiez vous-même. Il disait que c'était vous qui lui aviez appris à croire en lui-même en tant qu'architecte, que sans votre soutien initial, il n'aurait jamais eu le courage de poursuivre ses rêves. Antoine sentit un nœud dans la gorge. Les souvenirs revenaient maintenant comme une inondation. Jean, jeune et idéaliste, présentant des dessins ambitieux dans son petit bureau. Les nuits passées à discuter de projets, rêvant d'un Paris plus humain. Les déjeuners du dimanche chez Jean et sa femme Claire, avant que l'argent et le pouvoir ne commencent à les éloigner. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit dès le début ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus contrôlée. « Je craignais votre réaction, » admit Louise. « J'imaginais que vous me renverriez immédiatement si vous le saviez. Et puis, après que nous avons commencé à travailler ensemble, j'ai réalisé que j'aidais vraiment. Je ne voulais pas interrompre le processus. Alors toute cette... » Il gesticula vaguement entre eux. « Connexion. C'était juste une partie de votre travail? Ou pire, une forme élaborée d'étudier le vieil ennemi, de votre père ?» Louise tint ses mains tremblantes sur la table, ses yeux fixés sur les siens, intenses et sincères. « Non, ce qui s'est passé entre nous était réel, Antoine. La connexion que nous avons établie, le silence que nous avons partagé, tout cela était authentique. Je suis venu par curiosité, je suis resté par compassion et j'ai persisté parce que... » Elle hésita, cherchant les mots justes, parce que j'ai découvert que mon père avait raison à votre sujet. Antoine resta silencieux, traitant tout cela. Une partie de lui voulait se sentir trahi, trompé, mais une autre partie, peut-être la plus honnête, reconnaissait que ce que Louise avait apporté à sa vie ces dernières semaines était trop précieux pour être écarté par orgueil blessé. « Comment va votre père maintenant ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque un murmure. « Il va bien. Il travaille encore, bien que moins. Il se consacre davantage à des projets sociaux et à donner des cours à l'université de Nice. » Louise sourit légèrement. « Il parle encore du centre culturel comme de son projet le plus spécial, pas pour le bâtiment en soi, mais pour ce qu'il représentait, deux jeunes rêveurs croyant qu'ils pouvaient changer la ville. » Antoine acquiesça lentement, ses yeux revenant parcourir l'espace autour. « Nous étions jeunes et fous, » dit-il avec un sourire mélancolique. « Nous pensions avoir toutes les réponses. »« Et maintenant ?» demanda doucement Louise. « Maintenant, je sais que j'ai à peine commencé à poser les bonnes questions. » Il se retourna pour la regarder, une décision se formant dans ses yeux. « Aimeriez-vous m'emmener jusqu'à votre père, Louise ? Je crois que j'ai des excuses à présenter, avec 15 ans de retard. » Le sourire qui illumina le visage de Louise fut comme un rayon de soleil perçant des nuages d'orage, brillant, chaleureux et plein de promesses. Le retour au manoir fut silencieux, mais pas inconfortable. Une nouvelle compréhension planait entre Antoine et Louise,
La révélation avait changé quelque chose de fondamental dans leur dynamique, créant un lien plus profond et complexe. Occasionnellement, leurs regards se croisaient et un sourire discret était échangé, comme s'ils partageaient un précieux secret. À leur arrivée, ils furent accueillis par un Richard visiblement agité, qui marchait de long en large dans le hall d'entrée. « Où étiez-vous » demanda-t-il dès qu'il les vit, son ton oscillant entre préoccupation et irritation. « Nous avons appelé votre portable plusieurs fois, Louise. »« Il était éteint, désolé, » répondit-elle, aidant Antoine à s'installer sur le canapé du salon principal. « Nous sommes allés visiter le centre culturel du Marais. » Richard regarda son père avec une évidente surprise. « Vous êtes sortis, sans prévenir personne ?»« Je ne savais pas que j'avais besoin d'une permission pour sortir de ma propre maison. » rétorqua Antoine, mais sans l'acidité habituelle. Il y avait presque un ton amusé dans sa voix. « Ce n'est pas une question de permission, père, c'est de l'inquiétude. Le docteur Martin a recommandé... »« Le docteur Martin n'est pas mon geôlier, » interrompit Antoine fermement, « et je me sens mieux aujourd'hui que je ne me suis senti depuis des mois. » Richard étudia son père avec une attention renouvelée, remarquant la couleur sur son visage, la posture plus droite, l'éclat dans ses yeux qui étaient absents depuis si longtemps. « Vous avez vraiment l'air mieux, » admit-il finalement. « Qu'est-ce qui était si urgent que tu devais me trouver ?» demanda Antoine, s'adossant confortablement. Richard parut momentanément confus, comme s'il avait oublié la raison de son agitation. « Ah oui, nous avons trouvé quelque chose dans le bureau du grenier quand nous organisions les anciennes archives de l'entreprise. » Il tendit un dossier en cuir usé, avec le logo original des entreprises Leblanc gravé sur la couverture. Un L stylisé qu'Antoine avait dessiné personnellement au début de son parcours entrepreneurial. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Antoine, acceptant le dossier avec curiosité. « Je n'en suis pas sûr, » répondit Richard. « Cela semble être un ancien projet, peut-être des premières années de l'entreprise de construction. Il porte la signature de l'architecte Jean Moreau et une lettre qui vous est adressée. » En entendant le nom de son père, Louise s'approcha, essayant de dissimuler son intérêt soudain. Antoine lui jeta un regard rapide, avant d'ouvrir soigneusement le dossier, comme s'il manipulait un précieux artefact historique. À l'intérieur, il trouva des plans architecturaux jaunis par le temps, des croquis faits à la main avec des traits fermes et élégants qu'il reconnut immédiatement comme étant ceux de Jean, et une enveloppe scellée avec son nom écrit dans la calligraphie inconfondable de son ancien ami. Antoine examina les plans avec un étonnement croissant. C'est le projet pour l'Institut de réhabilitation que Jean et moi avions rêvé de construire. Il doit avoir plus de 20 ans. Institut de réhabilitation ? Richard semblait sincèrement intrigué. Je n'en ai jamais entendu parler. C'était avant que tu n'entres dans l'entreprise, expliqua Antoine, ses doigts traçant doucement les lignes sur le papier. Jean avait cette vision de créer un centre qui combinerait traitement médical de pointe avec des espaces humanisés intégrés à la nature. Quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Qu'est-il advenu du projet ? Demanda Louise, ne pouvant plus contenir sa curiosité. Antoine soupira profondément. La vie est arrivée. L'entreprise a grandi, des opportunités plus lucratives sont apparues, les priorités ont changé. L'Institut a été repoussé à plus tard, toujours à plus tard, jusqu'à ce qu'un jour il disparaisse simplement de nos plans. Il regarda l'enveloppe scellée, hésitant un moment avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva plusieurs pages, écrites à la main datées d'il y a 15 ans, exactement l'époque de la rupture entre lui et Jean. « Ça vous dérange si je lis cela en privé ?» demanda-t-il, sa voix soudainement rauque. Richard acquiesça, se dirigeant déjà vers la porte. « Bien sûr, père. Je serai dans le bureau si vous avez besoin de quelque chose. » Louise se leva également pour partir, mais Antoine retint légèrement son poignet. « Vous pouvez rester si vous voulez, » dit-il à voix basse. « Peut-être serait-il bon de vous avoir ici. » Elle acquiesça et s'assit à nouveau, maintenant une distance respectueuse, tandis qu'Antoine dépliait soigneusement les pages de la lettre. Au fur et à mesure qu'il lisait, son expression changeait. Surprise, douleur, regret et finalement une sorte de résolution passèrent sur son visage. Quand il termina la lecture, il plia soigneusement les pages et resta silencieux pendant un long moment,
regardant par la fenêtre vers le jardin où le soleil de l'après-midi créait des motifs dorés sur l'herbe. « Votre père, commença-t-il finalement, était un homme beaucoup plus sage que je ne l'ai jamais été. Que dit-il ?»« Dans la lettre, demanda doucement Louise. Antoine se tourna pour la regarder, ses yeux brillants d'émotion contenue. Il m'a pardonné. Il y a 15 ans, alors que je nourrissais ressentiment et orgueil blessé, Jean a écrit cette lettre me pardonnant pour tout. Et plus que cela, il a laissé les plans complets de l'Institut, mis à jour et perfectionnés, avec une proposition détaillée de comment nous pourrions le financer. Il tendit les plans à Louise, qui les examina avec admiration. Le projet était vraiment visionnaire, un complexe de bâtiments qui s'intégrait organiquement à un grand parc, avec des espaces thérapeutiques innovants, des zones de convivialité et des solutions architecturales qui combinaient beauté et fonctionnalité. « Pourquoi ne vous a-t-il jamais envoyé cela ?» demanda-t-elle, passant les doigts sur la signature. « De son père dans le coin du plan principal. »« Il l'a envoyé, » répondit Antoine avec un lourd soupir. « Selon la lettre, ce dossier a été livré à mon bureau il y a 15 ans. Mais j'étais au sommet de mon arrogance à cette époque. J'ai probablement donné des instructions pour que tout ce qui venait de Jean soit archivé sans que je le sache. » Louise observa la douleur sincère dans ses yeux. « Il n'est pas trop tard, dit-elle finalement. Pourquoi ? Pour réaliser le rêve que vous partagiez tous les deux, l'Institut. » Antoine la regarda avec un mélange de surprise et d'espoir naissant. « Vous pensez que ce serait possible, après tant de temps ? » « Je pense que ce serait parfait, » répondit-elle avec conviction. « Et je pense que ce serait la façon idéale d'honorer votre amitié. » Un silence contemplatif tomba entre eux, plein de possibilités non exprimées. Antoine examina à nouveau les dessins, une idée prenant forme dans son esprit. Quand il parla finalement, sa voix avait une fermeté et une clarté qui le surprirent lui-même. « Je dois parler à Richard et au conseil d'administration de l'entreprise. Et ensuite, si vous le pouvez, j'aimerais que nous contactions votre père. » Louise sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Il sera très heureux de vous entendre, Antoine. » Les semaines suivantes furent d'intenses activités au manoir Leblanc. Le projet de l'Institut fut déterré de l'oubli et gagna une nouvelle vie. Richard, initialement sceptique, fut conquis par la vision et l'enthousiasme renouvelé de son père. Des réunions avec le conseil d'administration des entreprises Leblanc furent programmées, et bien qu'il y eût une résistance de certains membres plus conservateurs, la détermination d'Antoine était inébranlable. Un après-midi, tandis qu'il révisait quelques détails du projet dans le bureau du manoir, Richard observa son père avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Êtes-vous sûr de vouloir engager autant de ressources dans ce projet, père ? L'analyse financière montre que le retour sera minime comparé à d'autres investissements que nous pourrions faire. » Antoine sourit, un sourire qui transformait complètement son visage, adoucissant les lignes de préoccupation et de tension accumulées au fil des décennies. « Tout dans la vie ne se mesure pas au retour financier, Richard. J'ai mis 65. Ans à comprendre cela, mais j'ai finalement compris. » Il prit une photo encadrée sur son bureau, une image ancienne de lui et Jean, jeunes et souriants, devant le centre culturel nouvellement inauguré. « Il y a 15 ans, j'ai commis l'erreur de choisir le profit au-dessus de mes principes, au-dessus des relations qui importaient vraiment. Je ne vais pas commettre la même erreur à nouveau. » Richard étudia son père avec une attention renouvelée. « Vous avez vraiment changé ces dernières semaines. C'est presque comme si vous étiez redevenu la personne que j'ai connue dans mon enfance. Peut-être que je suis simplement en train de me retrouver, » répondit doucement Antoine, avec l'aide de certaines personnes spéciales. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Louise, apportant des nouvelles que tous deux attendaient avec impatience. « J'ai parlé à mon père, » annonça-t-elle, contenant à peine l'excitation dans sa voix. « Il est disposé à vous rencontrer, Antoine. En fait, il a suggéré de venir à Paris la semaine prochaine pour discuter personnellement du projet de l'Institut. » Le visage d'Antoine s'illumina d'une joie presque juvénile. « C'est merveilleux, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Après tant de temps. » « Il est nerveux aussi, » admit Louise avec un sourire affectueux. « Il dit qu'il répète ce qu'il va dire depuis des jours. Nous sommes deux vieux fous alors, » rit Antoine secouant la tête, gaspillant 15 ans par orgueil.
Alors qu'il se préparait à recevoir Jean Moreau, Antoine se consacra à une autre tâche tout aussi importante, se reconnecter avec sa propre famille. Les barrières qu'il avait érigées au fil des ans commençaient à s'effondrer, permettant des rapprochements qui semblaient auparavant impossibles. Un soir, il invita Delphine et les jumeaux à dîner au manoir. Pour la première fois depuis des années, il demanda que le repas soit servi dans la salle à manger formelle, avec la meilleure porcelaine et les cristaux réservés aux occasions spéciales. Mais le véritable cadeau pour sa fille vint après le dessert. « J'ai trouvé ceci au grenier, » dit-il, remettant à Delphine une boîte en bois sculpté. « J'ai pensé que tu aimerais le récupérer. » Delphine ouvrit soigneusement la boîte, et ses yeux se remplirent de larmes en découvrant le contenu. Des dizaines de lettres qu'elle avait écrites à son père pendant ses années à l'université à l'étranger, avec des photographies, de petits souvenirs, et même des dessins d'enfants qu'elle avait faits des décennies auparavant. « Vous avez tout gardé, » murmura-t-elle, tenant une lettre particulièrement spéciale, celle où elle annonçait sa grossesse des jumeaux. « J'ai gardé, » confirma Antoine, sa voix douce. « Même quand il semblait que je ne me souciais pas, même quand j'étais perdu dans ma propre amertume, une partie de moi s'est toujours souciée, Delphine. » Cette soirée marqua le début d'une nouvelle phase dans la relation entre père et fille. Des barrières furent abattues, d'anciennes blessures commencèrent à cicatriser, et un espace s'ouvrit pour construire quelque chose de nouveau sur des fondations plus honnêtes et compatissantes. Avec Richard, le processus fut plus complexe. Des années d'une relation basée presque exclusivement sur les affaires avaient créé une distance qui ne serait pas facilement surmontée. Mais même là, de petits changements commençaient à se produire. « J'aimerais que tu assumes la présidence. »« Ah, du conseil de l'Institut », proposa Antoine lors d'une de leurs réunions de travail. « Personne ne connaît les aspects financiers et administratifs de l'entreprise mieux que toi. » Richard le regarda avec surprise. « Je pensais que vous vouliez diriger le projet personnellement. Je veux être impliqué, bien sûr. Mais ce projet doit me survivre, Richard. Et je fais confiance à ton jugement pour garantir qu'il maintienne son objectif original, même quand je ne serai plus là. » Pour la première fois depuis de nombreuses années, père et fils eurent une conversation qui allait au-delà des chiffres, des contrats et des stratégies de marché. Ils parlèrent de valeurs, d'héritage, du type de marque qu'ils voulaient laisser dans le monde. Et bien qu'il y eût encore des aspérités à polir, une nouvelle entente commençait à fleurir entre eux. Au centre de toute cette transformation se trouvait Louise, dont la présence silencieuse et attentive créait un espace sûr pour que ces reconnexions se produisent. Elle observait avec une joie discrète les changements qui se déroulaient dans le manoir Leblanc, sachant qu'elle avait été un catalyseur, mais reconnaissant que le véritable travail de guérison venait d'Antoine, lui-même. Un après-midi, tandis qu'ils organisaient les derniers détails pour l'arrivée de Jean, Antoine trouva Louise dans la bibliothèque, là où tout avait commencé des semaines auparavant. « Savez-vous ce qu'il y a de plus ironique dans tout cela ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le même canapé en cuir vert foncé. « J'ai passé des décennies à construire un empire, accumulant plus d'argent que je ne pourrais dépenser en plusieurs vies, et je ne me suis jamais senti aussi riche que ces dernières semaines. » Louise sourit, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « La vraie richesse est dans les connexions que nous faisons, dans les vies que nous touchons. » Exactement. Antoine tint ses mains avec douceur, ses yeux transmettant une gratitude que les mots ne pouvaient exprimer adéquatement. « Vous m'avez rendu quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu, Louise. Vous m'avez rendu à moi-même. » Le moment d'intimité fut interrompu par le son de la sonnette qui résonnait dans le manoir. Tous deux savaient qui c'était. Jean Moreau était arrivé un jour plus tôt que prévu, aussi anxieux qu'Antoine de rattraper le temps perdu. « Êtes-vous prêt ?» demanda Louise, serrant doucement ses mains. Antoine respira profondément, un mélange de nervosité et d'attente sur son visage. « Non, » admit-il avec un sourire tremblant, « mais je crois que certaines des meilleures choses de la vie arrivent justement quand nous ne sommes pas prêts pour elles. » Ensemble, ils marchèrent vers le hall, où une retrouvaille 15 ans en retard était sur le point de se produire. Une retrouvaille qui scellerait non seulement la réconciliation entre deux vieux amis, mais aussi la naissance d'un rêve qui maintenant, enfin, avait la chance de devenir réalité. Le temps sembla
se suspendre lorsque Jean Moreau franchit le seuil du manoir Leblanc. À 63 ans, il conservait la même posture droite et le regard intense dont Antoine se souvenait, bien que ses cheveux autrefois noirs fussent maintenant complètement gris et de nouvelles rides marquaient son visage bronzé par le soleil de Nice. Il s'habillait avec la simplicité élégante qui l'avait toujours caractérisé, pantalon de lin clair, chemise bleue en coton et un blazer sans prétention. Pendant un long moment, les deux hommes se regardèrent simplement, des décennies d'histoires partagées, de rêves construits et défaits, de paroles dites et non dites flottant dans l'espace entre eux. Ce fut Jean qui brisa finalement le silence. « Tu as maigri », dit-il avec cette franchise directe qui avait toujours été sa marque de fabrique. Antoine laissa échapper un petit rire, la tension momentanément dissipée. « Et toi, tu as grisonné. »« C'est ça », Jean sourit, passant la main dans ses cheveux. « On dit que c'est le prix de la sagesse. »« Ou de l'entêtement », rétorqua Antoine, et ils rirent tous les deux, trouvant dans ce bref moment d'humour un moyen de franchir l'abîme de 15 ans. Louise observait la scène avec des larmes non versées dans les yeux, voyant son père et l'homme qu'elle avait appris à respecter ces dernières semaines tenter de reconstruire un pont depuis longtemps effondré. « Allons. »« Dans le jardin », suggéra Antoine, indiquant le chemin. « Il y a un cerisier là-bas qui me rappelle les après-midi en Provence. » Tandis qu'il marchait, Louise s'éloigna discrètement, donnant aux deux amis l'espace nécessaire pour la retrouvaille dont ils avaient tant besoin. Elle se dirigea vers la cuisine, où elle demanda à Madame Suzanne de préparer le café fort et sans sucre qu'elle savait être le préféré de son père. Dans le jardin, Antoine et Jean s'assirent sous le même arbre, où, quelques semaines plus tôt, lui et Louise avaient partagé des confidences qui avaient initié tout ce voyage de reconnexion. « Ta fille est extraordinaire », commenta Antoine, brisant le silence initial. « Elle a beaucoup de toi. » Jean sourit avec une évidente fierté paternelle. Louise a toujours eu cette capacité de voir au-delà des surfaces, de se connecter avec les gens à un niveau plus profond. Claire et moi avons toujours su qu'elle ferait la différence dans la vie des autres. Claire, Antoine prononça le nom avec nostalgie. Comment va-t-elle? Bien. Elle continue d'enseigner à l'université de Nice, maintenant comme professeure titulaire. Elle serait venue avec moi, mais elle finalise un livre sur la littérature française contemporaine. La conversation coulait avec une facilité surprenante, comme si le temps et le ressentiment étaient des obstacles mineurs par rapport à ce qu'ils avaient imaginé. Ils parlèrent des années écoulées, se mettant à jour sur les travaux, les réalisations, les pertes. Jean raconta ses projets d'architecture sociale à Nice, comment il avait trouvé un but en concevant des espaces qui transformaient réellement les communautés. Antoine parla de la croissance des entreprises Leblanc, de ses enfants, de ses petits-enfants, et finalement, de sa maladie. « Quand j'ai reçu le diagnostic, admit-il, son regard perdu dans les feuilles du cerisier, ma première pensée fut pour tout ce que j'avais construit. L'empire, les bâtiments, la fortune. Mais dans les mois qui ont suivi, alors que la maladie progressait, j'ai réalisé que rien de tout cela n'importait vraiment. Ce qui me tourmentait, c'étaient des connexions que j'avais perdues, les ponts que j'avais brûlés. » Jean l'observait attentivement sans interrompre, offrant le rare cadeau d'une écoute véritablement présente. « Tu étais l'un de ces ponts, Jean, » continua Antoine, regardant finalement son ami dans les yeux. « L'un des plus importants. Et je suis désolé d'avoir laissé l'orgueil et l'ambition détruire ce que nous avions. J'ai aussi ma part de responsabilité, » répondit Jean avec la même honnêteté. « J'ai été intransigeant, têtu. J'aurais pu chercher un compromis, j'aurais pu essayer de comprendre ta position. J'ai trouvé les plans de l'Institut, » révéla Antoine, observant comment les yeux de Jean s'élargirent de surprise. « Le dossier que tu as envoyé il y a 15 ans, avec la lettre. Tu n'as jamais répondu, » dit Jean doucement, sans accusation dans la voix, constatant simplement un fait. « Je ne l'ai jamais lu jusqu'à il y a quelques semaines. J'étais tellement consumé par la colère quand nous nous sommes séparés que j'ai donné des ordres exprès pour que tout ce qui venait de toi soit archivé sans que je le sache. » Antoine fit une pause, la honte évidente sur son visage. Ce fut l'une des plus grandes erreurs de ma vie. « Et maintenant ?» demanda Jean, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Maintenant, je veux corriger cette erreur, » répondit Antoine avec une détermination renouvelée. « Je veux construire l'Institut, Jean, exactement comme tu l'as imaginé. Un espace qui combine la meilleure médecine avec la meilleure architecture, qui soit véritablement humanisé,
qui place les personnes au centre. L'architecte l'étudia intensément, comme s'il cherchait la vérité derrière ses paroles. Pourquoi? Pourquoi maintenant, après tant de temps? Parce que j'ai finalement compris ce que tu essayais, de me montrer depuis des décennies, que le véritable héritage n'est pas dans les murs que nous construisons, mais dans les vies que nous transformons. Antoine sourit tristement. J'ai dû faire face à ma propre mortalité pour comprendre cela. Jean acquiesça lentement, un sourire se formant progressivement sur son visage. Tes arguments ont toujours été convaincants, Leblanc, même quand ils étaient complètement faux. Tous deux rirent, et à ce moment, quelque chose du passé fut restauré, pas exactement comme c'était avant, mais peut-être quelque chose de plus fort, de plus vrai, tempéré par le temps et les expériences vécues. Louise les trouva ainsi quand elle apporta le café, riant ensemble comme de vieux amis, l'inconfort initial complètement dissipé. Son cœur se remplit de joie en voyant son père et Antoine converser avec animation sur les détails du projet, griffonnant déjà des idées sur des serviettes comme ils le faisaient des décennies auparavant. Les jours suivants furent d'intenses activités créatives. Jean et Antoine, revitalisés par la réconciliation, plongèrent dans le projet de l'Institut avec une énergie renouvelée. Les plans furent révisés, mis à jour avec de nouvelles technologies et concepts architecturaux. Richard, initialement sceptique, fut progressivement conquis par l'enthousiasme contagieux des deux vétérans et commença à contribuer avec son expertise financière et administrative. « Nous avons besoin d'un terrain spécial pour cela », commenta Jean lors d'une des réunions de planification. « Quelque chose qui permette l'intégration avec la nature que nous imaginons. »« J'ai l'endroit parfait », répondit Antoine avec un éclat dans les yeux. « Te souviens-tu de cette zone à Boulogne-Billancourt, près de la Seine, que j'ai achetée il y a des années pour un projet qui n'a jamais vu le jour ?» Jean acquiesça, se souvenant. « Ce terrain boisé avec vue sur la Seine, ce serait idéal. »« C'est décidé alors, » conclut Antoine. « L'Institut Jean Moreau de réhabilitation sera construit là. »« Attends !» Jean l'interrompit, surpris. « Institut Jean Moreau? Je n'ai pas accepté cela. » Antoine sourit, inébranlable. « Je ne demande pas ta permission. C'est une reconnaissance pour l'architecte qui a conçu la vision originale et pour l'ami qui a eu la grandeur de tendre la main quand je ne le méritais pas. » La discussion fut interrompue par l'arrivée de Delphine et des jumeaux, qui devenaient des présences de plus en plus fréquentes au manoir. Les garçons, perdant rapidement leur appréhension initiale, couraient maintenant librement dans les jardins, remplissant la maison de rire et d'énergie juvénile. « Père !» appela Delphine, s'approchant avec une boîte dans les mains. « J'ai trouvé d'autres choses au grenier que j'ai pensé que vous aimeriez voir. » La boîte contenait d'anciennes photographies, images des débuts de l'entreprise de construction, des premiers chantiers, des célébrations, des moments de camaraderie entre les employés. Dans beaucoup d'entre elles, Antoine et Jean apparaissaient ensemble, jeunes et déterminés, rêvant de l'avenir qu'ils construiraient. « Regarde celle-ci, » dit Jean, pointant une photographie en particulier. « L'inauguration du centre culturel. Te souviens-tu comme nous étions nerveux pour le discours ?» Antoine sourit, se souvenant. « Tu as presque défailli quand le maire est arrivé. Et tu as sauvé la situation avec ce brillant discours improvisé. » Les jumeaux s'approchèrent, curieux des photographies et des histoires qu'elles évoquaient. Bientôt, les deux hommes étaient entourés par un public attentif. Delphine, Richard, Louise et les enfants, tandis qu'ils racontaient les aventures du passé, les défis surmontés, les moments de triomphe et de défaite. Ce fut dans cette ambiance de réminiscences et de plans pour l'avenir que Thérèse, l'ex-femme d'Antoine, fit son apparition inattendue. Quand Martine l'annonça dans le salon, un silence momentané tomba sur le groupe. Antoine se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne, son visage un masque de surprise et d'émotion contenue. Thérèse entra avec l'élégance discrète qui l'avait toujours caractérisée. À 62 ans, elle restait svelte et altière, ses cheveux complètement blancs encadrant un visage encore beau, marqué par le temps mais non diminué par lui. Elle portait une simple robe en lin bleu foncé et ne portait qu'un petit sac. « Thérèse !» Antoine parvint finalement à dire. « Quelle surprise !»« Delphine m'a appelé, » expliqua-t-elle d'une voix calme et mélodieuse. « Elle m'a dit que quelque chose d'extraordinaire se passait dans cette maison. » Ses yeux parcoururent la salle,
s'arrêtant momentanément sur Jean, qu'elle salua d'un signe affectueux et finalement se posant sur Louise. « Vous devez être la fameuse Louise, » dit-elle, s'approchant de la jeune femme. « Ma fille m'a beaucoup parlé de vous. » Louise serra la main de Thérèse avec respect, sentant immédiatement une affinité avec cette femme à la présence si sereine et au regard perspicace. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Leblanc. »« Thérèse, s'il vous plaît, » corrigea la femme plus âgée avec un sourire chaleureux. « J'ai cessé d'être Leblanc il y a longtemps. » L'après-midi se déroula dans une atmosphère surréaliste pour Antoine. Sa maison, qui pendant si longtemps avait été un espace d'isolement et d'amertume, était maintenant remplie de voix, de rires et d'une énergie vibrante qui semblait faire respirer les murs même. Thérèse, Jean, les enfants, les petits-enfants, Louise, tous réunis dans une configuration qui, quelques semaines auparavant, aurait semblé impossible. Tandis qu'il observait la scène depuis la véranda, il sentit Louise s'approcher silencieusement, lui offrant une tasse de thé. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle doucement. Antoine réfléchit un moment, cherchant les mots justes, comme si je vivais dans un rêve, ou peut-être que je me réveille d'un long cauchemar. Louise acquiesça, comprenant. Parfois la vie nous donne des secondes chances quand nous nous y attendons le moins, ou quand nous les méritons le moins, ajouta-t-il avec un sourire mélancolique. De l'autre côté de la véranda, Thérèse conversait avec animation avec Jean sur la littérature française contemporaine, tandis que les jumeaux se disputaient l'attention des deux, chacun essayant de raconter une histoire plus impressionnante que l'autre. Richard et Delphine, dans un coin plus éloigné, semblaient engagés dans une conversation sérieuse mais amicale, chose rare entre les frères et sœurs qui se trouvaient fréquemment en désaccord. « Savez-vous ce qui me surprend le plus ?» commenta Antoine observant la scène. « Comme tout cela semble juste, comme si c'était la configuration naturelle des choses, et que tout ce qui a précédé n'était qu'une déviation temporaire. »« Peut-être est-ce exactement cela, » répondit Louise pensivement. « Peut-être sommes-nous tous constamment en train de chercher à revenir sur notre vrai chemin, même quand nous ne savons pas quel il est. » Antoine l'étudia avec une admiration renouvelée. « Vous avez la sagesse de votre père, savez-vous ? Cette capacité à voir à travers les apparences, à percevoir ce qui compte vraiment. » Le dîner ce soir-là fut servi à la grande table de la salle à manger formelle, qui depuis des années n'avait pas accueilli une réunion aussi nombreuse. Madame Suzanne, inspirée par l'occasion spéciale, prépara un véritable festin, incluant quelques plats provençaux qu'elle savait être les favoris d'Antoine dans sa jeunesse. Entre rires, histoires et moments occasionnels d'émotions contenues, des plans furent discutés, des idées partagées, des ponts reconstruits. Le projet de l'Institut prit de nouveaux contours, avec Thérèse suggérant l'inclusion d'une bibliothèque thérapeutique et Richard proposant des partenariats avec des universités pour la recherche et la formation. À la fin de la soirée, quand tous commençaient à se dire au revoir, Antoine demanda un moment d'attention. « Je veux vous remercier tous d'être ici », commença-t-il, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Cette maison n'a jamais été aussi vivante, aussi pleine de sens. » Il fit une pause, ses yeux parcourant chaque visage présent. « Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage, à ce que nous laissons vraiment derrière nous. Quand nous partons, et j'en suis arrivé à la conclusion que ce ne sont pas les bâtiments, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les titres ou les réussites professionnelles. Ce sont des moments comme celui-ci, les connexions que nous établissons, les vies que nous touchons. » Thérèse l'observait avec une expression douce, sans le ressentiment qu'il aurait peut-être attendu. Jean acquiesça en accord silencieux, tandis que Delphine et Richard échangeaient des regards significatifs. « L'institut que nous planifions, » continua Antoine, « ne sera pas juste un autre bâtiment avec mon nom sur la façade. Ce sera un espace de guérison, de connexion, de respect pour la dignité humaine. Un lieu où le silence ne soit pas synonyme d'isolement, mais de présence pleine. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Louise, et un remerciement silencieux passa entre eux. Et cela n'arrive que parce qu'une jeune thérapeute a eu le courage de me montrer que même dans le silence le plus profond, nous pouvons trouver une forme de communication plus vraie que beaucoup de paroles vides. Quand tous se retirèrent finalement, Jean pour l'hôtel où il séjournerait pendant son séjour à Paris, Thérèse pour la maison de Delphine où elle passerait quelques jours, Richard pour son appartement au centre-ville, le manoir, Leblanc semblait transformé.
Les mêmes murs, les mêmes meubles, les mêmes œuvres d'art, mais tout imprégné d'une énergie différente, comme si la maison aussi respirait plus librement. Antoine, épuisé mais profondément satisfait, se préparait à se retirer quand il trouva Louise en train d'organiser les plans de l'Institut dans la bibliothèque. « Vous n'avez pas besoin de faire cela maintenant, dit-il gentiment. Il est déjà tard. »« Je mets juste un peu d'ordre, » répondit-elle avec un sourire. « Ça a été une journée intense. »« C'était parfait, » affirma Antoine, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « Et tout cela grâce à vous. » Louise secoua la tête en signe de négation. « J'ai simplement ouvert une porte. C'est vous qui avez eu le courage de la franchir. » Ils restèrent silencieux un moment, ce silence confortable et communicatif qui était devenu la marque de leur relation. « Savez-vous à quoi j'ai pensé aujourd'hui en voyant tout le monde réuni ?» dit finalement Antoine. « Que peut-être j'avais besoin de tomber malade pour vraiment commencer à vivre. Que peut-être la maladie a été d'une façon étrange une bénédiction déguisée. » Louise l'étudia intensément. Les crises sont souvent des portails vers des transformations que, autrement, nous ne trouverions jamais le courage de réaliser. « Allez-vous continuer comme ma thérapeute ?» demanda-t-il soudainement. « Maintenant que votre père et moi sommes réconciliés, que le projet est en cours. » La question prit Louise au dépourvu. Elle réfléchit un moment avant de répondre. « Je pense que ma fonction initiale a été remplie. Vous vous reconnectez avec votre famille, vous avez trouvé qu'un objectif renouvelé. Vous faites la paix avec votre passé. Alors c'est un adieu ?» La vulnérabilité dans sa voix était palpable. « Non, répondit-elle fermement. C'est une transition, de thérapeute et patient à... » Elle hésita, cherchant la définition adéquate. « Partenaire dans un projet qui peut transformer de nombreuses vies. » Antoine acquiesça lentement, un sourire se formant sur ses lèvres. « Partenaire, j'aime ça. » Cette nuit-là, quand il se coucha finalement, Antoine ressentit une paix qu'il n'avait pas expérimentée depuis des décennies. La maladie était toujours là, les défis physiques n'avaient pas magiquement disparu, mais quelque chose de fondamental avait changé. Le silence qui l'opprimait auparavant le nourrissait maintenant, rempli de possibilités et de connexions nouvellement découvertes. Un an s'était écoulé depuis ces retrouvailles transformatrices au manoir de Neuilly-sur-Seine. Le printemps était revenu à Paris, apportant avec lui une explosion de couleurs et de fragrances qui adoucissait la dureté urbaine de la métropole. À Boulogne-Billancourt, au bord de la Seine, une structure imposante mais harmonieusement intégrée au paysage naturel s'élevait, l'Institut Jean Moreau de réhabilitation, sur le point d'être inauguré. Le bâtiment était la matérialisation parfaite de la vision partagée par Antoine et Jean, une série de pavillons interconnectés qui s'ouvraient sur des jardins thérapeutiques avec de larges fenêtres qui permettaient l'entrée généreuse de lumière naturelle, des espaces de convivialité accueillants et une technologie de pointe discrètement incorporée au design. Le bois certifié, le verre et le béton apparent se combinaient dans une harmonie visuelle qui reflétait la philosophie du lieu. Intégrer guérison, nature et dignité humaine. À la veille de l'inauguration, Antoine Leblanc parcourait les couloirs de l'Institut d'un pas lent mais ferme. Bien qu'il utilisât encore la canne, sa posture était plus droite, son regard plus vif. La maladie n'avait pas reculé, mais sa progression avait significativement ralenti, lui permettant de participer activement à chaque étape de la construction. « Que pensez-vous de cet espace, père ?» demanda Delphine, qui marchait à ses côtés, indiquant une zone circulaire baignée par la lumière du soleil couchant qui entrait à travers une lucarne stratégiquement positionnée. « C'est parfait, » répondit Antoine, admirant comment la lumière créait des motifs presque magiques sur le sol en bois, exactement comme Jean l'a imaginé, un lieu où les patients peuvent se réunir pour des thérapies de groupe ou simplement être dans une contemplation silencieuse. Delphine sourit, observant la transformation qui s'était opérée chez son père au cours de la dernière année. L'amertume qu'il avait si longtemps consumée avait cédé la place à une sérénité presque palpable, une présence qui transmettait le calme à tous ceux qui l'entouraient. « Savez-vous ce qui m'impressionne ? » « Le plus dans ce projet ?» commenta-t-elle tandis qu'ils continuaient leur parcours dans le bâtiment. « Comment il combine parfaitement votre vision pragmatique avec l'idéalisme de Jean. Il est fonctionnel et efficace mais aussi poétique. » Antoine acquiesça,
reconnaissant la précision de cette observation. C'est peut-être pour cela que Jean et moi avons formé un si bon partenariat dans le passé. Nos différences n'étaient pas des obstacles, mais des compléments. Ils se dirigèrent vers le jardin central, où des ouvriers donnèrent les dernières touches au paysage. Des espèces natives de la flore française avaient été soigneusement sélectionnées et disposées pour créer différents environnements sensoriels, des zones de fragrance, de texture, de son. Un chemin sinueux de pierres naturelles serpentait dans l'espace, conduisant à de petits recoins ou des bancs, invitant permettaient des moments de contemplation. Richard les attendait près d'un tilleul récemment planté, conversant avec une équipe de médecins qui ferait partie du corps clinique de l'Institut. En voyant son père, il interrompit la réunion et vint à sa rencontre. « Je viens de recevoir la confirmation du ministère de la Santé », annonça-t-il avec une évidente satisfaction. « La convention a été approuvée. Nous pourrons recevoir des patients de la sécurité sociale dès le premier mois de fonctionnement. » La nouvelle apporta un sourire sincère au visage d'Antoine. C'était la partie la plus importante du projet pour Jean, qu'il ne soit pas seulement un centre d'excellence pour ceux qui peuvent payer. « Nous avons obtenu le meilleur des deux mondes », expliqua Richard, démontrant un enthousiasme pour l'aspect social du projet qui aurait été impensable un an auparavant. Les soins privés et les conventions premium vont subventionner les patients du système public, garantissant que tous reçoivent le même niveau de traitement. Tandis qu'ils discutaient des détails opérationnels, Jean et Louise les rejoignirent, amenant avec eux Thérèse, qui était venue de Nice spécialement pour l'inauguration. Ces derniers mois, l'ex-femme d'Antoine était devenue une collaboratrice fréquente du projet, contribuant avec son expertise en littérature pour développer des programmes de bibliothérapie. « On dirait que nous arrivons à un bon moment », commenta Jean, remarquant l'expression satisfaite de Richard. « Bonne nouvelle ? Excellente », confirma Antoine. « La convention avec la sécurité sociale a été approuvée. » Jean sourit, échangeant un regard significatif avec sa fille. « Tu vois, je t'avais dit que nous y arriverions. »« Je n'en ai jamais douté, » répondit Louise, qui ces derniers mois avait assumé la coordination du programme de thérapie complémentaire de l'Institut. Ce projet est né sous une étoile spéciale. Thérèse s'approcha d'Antoine, l'observant avec cette perception aiguë qui l'avait toujours caractérisé. « Tu as l'air bien, Antoine, mieux que la dernière fois que nous nous sommes vus. » Il acquiesça, reconnaissant l'observation. « Je vais bien, pas physiquement, la maladie suit son cours, mais j'ai trouvé une paix que je ne connaissais pas avant. » Le groupe continua la promenade à travers l'Institut, chacun contribuant avec des observations sur les détails qui pourraient encore être améliorés, des idées pour les programmes thérapeutiques, des plans pour l'avenir. La dynamique entre eux coulait avec une naturelle surprenante. Les anciennes tensions familiales n'avaient pas complètement disparu, mais elles avaient été remplacées par un respect mutuel et un objectif partagé qui adoucissait des arêtes auparavant infranchissables. À la fin de la journée, quand les derniers ouvriers quittaient le lieu et que le soleil commençait à se coucher, Antoine demanda à rester seul quelques instants. Il marcha jusqu'à un banc positionné stratégiquement pour offrir une vue panoramique tant de l'Institut que de la Seine, et s'assit, laissant la douce brise de l'après-midi caresser son visage. Louise le trouva ainsi, une demi-heure plus tard, calme, contemplatif, avec une expression de profonde sérénité. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-elle doucement. Antoine sourit en réponse, indiquant l'espace à côté de lui sur le banc. Pendant quelques minutes, ils partagèrent le silence qui était devenu la marque de leur relation, un silence complice, communicatif, rempli de signification. « Demain est le grand jour », commenta finalement Louise. « Oui », répondit Antoine, son regard toujours fixé sur l'horizon où le soleil disparaissait lentement. « Savez-vous à quoi je pense ? À comme la vie prend des tournants inattendus. Il y a un an, j'étais prisonnier dans ce manoir, entouré de luxe mais complètement seul, consumé par l'amertume, attendant simplement la fin. » Il fit une pause, respirant profondément l'air parfumé du jardin. « Et maintenant, je suis ici, voyant ce rêve se réaliser, reconnecté avec des personnes que je pensais avoir perdues pour toujours, comprenant enfin ce qui compte vraiment. » « Et qu'est-ce qui compte vraiment ?» demanda Louise, avec un intérêt sincère. Antoine réfléchit un moment avant de répondre. « La connexion, non seulement avec d'autres personnes,
mais avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, un objectif qui transcende notre existence individuelle. Il sourit, se tournant pour la regarder. « Vous m'avez enseigné cela, savez-vous, avec votre silence attentif, votre présence pleine. » Louise sourit en retour, ses yeux brillants d'émotion contenue. « J'ai appris de mon père que parfois le silence est le meilleur chemin vers la véritable communication. » La cérémonie d'inauguration de l'Institut Jean Moreau de réhabilitation, le lendemain matin, fut un événement à la fois grandiose et intime. La presse était présente, ainsi que des autorités municipales et départementales, des représentants d'associations médicales et de patients. Mais le cœur de la célébration était dans la réunion de personnes dont les vies avaient été entrelacées par ce projet. La famille Leblanc était présente au complet, non seulement Richard et Delphine avec leurs conjoints respectifs et enfants, mais aussi des cousins, des oncles et d'autres parents qui, depuis des années, ne participaient plus aux événements familiaux. Thérèse, élégante dans une robe bleue turquoise, attirait des regards curieux de ceux qui connaissaient l'histoire du couple, mais interagissait avec Antoine avec une cordialité naturelle qui désarmait les spéculations malveillantes. Jean, comme principal honoré, essayait discrètement de détourner les projecteurs vers l'équipe de jeunes architectes qu'il avait assisté dans la phase finale du projet, mais ne parvenait pas à échapper à l'attention. Sa figure charismatique, avec le caractéristique chapeau Panama qu'il avait adopté depuis son déménagement à Nice, attirait les gens comme un aimant. Quand vint le moment des discours, une scène temporaire avait été montée dans le jardin central. Richard, en tant que président du conseil d'administration de l'Institut, parla en premier, soulignant les aspects innovants du projet et son impact potentiel sur la santé publique française. Ensuite, le secrétaire départemental à la santé souligna l'importance des partenariats publics-privés dans l'avancement de la médecine de réhabilitation. Finalement, ce fut au tour d'Antoine. Tandis qu'il se dirigeait vers la scène d'un pas prudent s'appuyant sur sa canne, un silence respectueux tomba sur l'assistance. Beaucoup connaissaient à son parcours le magnate implacable qui avait construit un empire, l'homme qui affrontait maintenant une maladie dégénérative avec une dignité impressionnante, le philanthrope qui avait réorienté sa fortune vers un projet sans précédent dans le pays. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix ferme malgré le corps fragilisé. « Nous sommes ici pour célébrer non seulement l'inauguration d'un bâtiment, mais la naissance d'un rêve qui a mis des décennies à se matérialiser. » Ses yeux parcoururent l'assistance, s'arrêtant momentanément sur des visages familiers. Jean, Thérèse, Delphine, Richard, les petits-enfants, et finalement Louise. Cet institut porte le nom de Jean Moreau, et il ne pourrait en être autrement. C'est à lui qu'appartient la vision originale, la compréhension profonde de comment l'architecture peut être un instrument de guérison, de comment les espaces que nous habitons façonnent notre expérience de vie, surtout dans les moments de vulnérabilité. Jean, visiblement ému, fit un signe discret de remerciement. « Mais le vrai nom de ce lieu, continua Antoine, pourrait être l'Institut des secondes chances, parce que c'est ce qu'il a représenté pour moi, une opportunité de rédemption, de reconnexion, de trouver un but quand je pensais que tout était perdu. » Il fit une pause, permettant à ses paroles de résonner. « Quand j'ai reçu le diagnostic de ma maladie, je suis tombé dans un abîme d'amertume et d'isolement. Tout ce que j'avais construit au fil des décennies, l'empire commercial, la fortune, les propriétés, semblait soudainement vide, sans sens. J'étais entouré de luxe mais complètement seul. Thérèse l'observait avec des yeux humides, tout comme Delphine qui tenait la main de sa mère dans un geste de solidarité qui aurait été impensable quelques années auparavant. « C'est alors qu'une jeune thérapeute est entrée dans ma vie, » continua Antoine, son regard rencontrant celui de Louise dans l'assistance. Quelqu'un qui, au lieu d'essayer de remplir mon silence avec des paroles vides de réconfort, s'est simplement disposée à être présente, à écouter non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Un murmure d'approbation parcourut l'audience, tandis que Louise baissait les yeux visiblement émue. Ce que j'ai appris dans ce processus de guérison, qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est que le vrai silence n'est pas absence, mais présence pleine. Ce n'est pas vide, mais plénitude. Et c'est dans ce silence partagé que j'ai redécouvert des connexions que je croyais perdues à jamais. Antoine raconta alors, avec une vulnérabilité surprenante, l'histoire de la réconciliation avec Jean, des retrouvailles avec Thérèse,
de la reconnexion avec ses enfants et petits-enfants, de la redécouverte d'un but plus grand pour sa fortune et son influence. Cet institut, expliqua-t-il, indiquant le bâtiment autour, est plus qu'un centre médical d'excellence. C'est un manifeste architectural sur la dignité humaine. Un lieu où des personnes qui affrontent des défis physiques similaires aux miens pourront trouver non seulement un traitement de pointe, mais un environnement qui respecte leur humanité intégrale, qui invite à la guérison à travers la beauté, la nature, l'art, et oui, le silence. Tandis qu'il concluait son discours, Antoine remarqua quelque chose d'extraordinaire qui se produisait dans l'assistance. Des personnes qui initialement l'écoutaient avec curiosité ou admiration distante démontraient maintenant une connexion émotionnelle profonde, larmes non contenues, signes de reconnaissance, expression, de qui trouvent dans ses paroles un écho de leurs propres expériences. Ce que je souhaite à tous ceux qui viendront dans ce lieu, patients, familles professionnelles, c'est qu'ils puissent expérimenter ce que j'ai eu la chance de découvrir, que même dans les moments les plus sombres, il existe la possibilité de transformation, qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment, et que parfois c'est dans le silence le plus profond que nous trouvons notre voix la plus authentique. Quand il termina, l'applaudissement qui suivit fut assourdissant, pas seulement poli ou protocolaire, mais sincèrement ému, comme si chaque personne présente avait été touchée d'une certaine façon par son parcours. Jean fut le premier à se lever, suivi par Thérèse, et bientôt toute l'assistance était debout, dans une ovation qui semblait ne pas avoir de fin. Antoine, visiblement ému, fit un geste appelant Jean à le rejoindre sur scène. Le vieil ami n'hésita pas, montant les marches avec une agilité surprenante pour son âge. Quand les deux s'embrassèrent, l'entrepreneur et l'architecte, le pragmatique et l'idéaliste, les vieux amis qui avaient retrouvé le chemin l'un vers l'autre, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Le ruban inaugural fut coupé par 4 mains, Antoine et Jean au centre, flanqués par Richard et Delphine, symbolisant la continuité du projet à travers les générations. La presse enregistra le moment. Des flashs se déclenchèrent, des applaudissements retentirent. Mais pour Antoine, le son le plus significatif était celui de son propre cœur, enfin en paix. Les heures suivantes furent de célébration. Visiteurs explorant les installations, médecins expliquant les équipements de dernière génération, Jean conduisant des visites architecturales à travers les espaces dont il avait rêvé des décennies auparavant. Antoine circulait lentement dans les lieux, recevant des félicitations, remerciant pour les participations, mais principalement observant comment son investissement prenait vie propre, se transformant de concept en réalité palpable. À la fin de l'après-midi, quand la majorité des invités étaient déjà partis, un petit groupe se réunit dans le jardin central, la famille Leblanc, Jean et Claire, qui étaient arrivés par surprise pendant la cérémonie, Thérèse et Louise. Assis en cercle sous l'ombre généreuse d'arbres natifs, ils partageaient des histoires, des rires et occasionnellement de confortables moments de silence. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» commenta Thérèse observant le groupe réuni. « Voir comme vous avez tous trouvé un chemin de retour les uns vers les autres, comment les cercles se sont fermés. » « Tous les cercles n'ont pas besoin de se fermer, » répondit Antoine pensivement. « Certains peuvent rester ouverts, comme des spirales qui continuent à s'étendre. » Jean acquiesça, comprenant la métaphore. Comme cet institut, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Les jumeaux, maintenant âgés de 11 ans, couraient sur la pelouse poursuivant un ballon, leur rire cristallin résonnant dans l'espace ouvert. Richard observait les fils de Delphine avec un sourire qui mélangeait affection et une pointe de mélancolie. Son propre mariage s'était terminé il y a des années et il n'avait pas eu d'enfant. « Il n'est jamais trop tard », dit doucement. Antoine, comme s'il lisait les pensées de son fils. Pour rien. Richard le regarda avec surprise, n'étant pas habitué à des démonstrations d'empathie si directes de son père. « Peut-être avez-vous raison », répondit-il finalement avec un sourire timide. Claire, l'épouse de Jean, une femme à la présence sereine et aux yeux perspicaces, observait l'interaction entre père et fils avec intérêt. C'est extraordinaire. Comme les espaces influencent nos relations, commenta-t-elle, indiquant le jardin autour. Ce lieu a été conçu pour la guérison, et il guérit déjà, même avant de recevoir son premier patient officiel.
Les paroles de Claire capturaient parfaitement ce que tous ressentaient, que quelque chose de magique se produisait là, quelque chose qui transcendait la simple inauguration d'un bâtiment, aussi significatif soit-il. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons orangés et pourpres, Antoine demanda à rester un peu plus, même après que les autres eurent commencé à se retirer. Louise, percevant son désir d'un moment seul avec le lieu, coordonna discrètement le départ du groupe, promettant de les rejoindre plus tard pour le dîner de célébration. Quand tous furent partis, elle retourna au jardin, trouvant Antoine exactement où elle l'avait laissé, assis sur un banc en bois, contemplant le bâtiment qui brillait sous les dernières lumières du « Jour te remercie », dit-il simplement quand elle s'approcha. « Pourquoi ?» demanda Louise, s'asseyant à ses côtés. « Pour tout. Pour être entré dans ma vie quand j'étais au fond du gouffre. Pour m'avoir montré qu'il y avait encore de la lumière, même quand tout semblait sombre. Pour m'avoir reconnecté avec votre père, avec Thérèse, avec mes enfants. Pour m'avoir aidé à retrouver un sens à nouveau. » Louise sourit, ses yeux reflétant le coucher de soleil. « J'ai simplement ouvert une porte, Antoine. C'est vous qui avez eu le courage de la franchir. » Ils restèrent de silencieux quelques instants, appréciant la beauté du crépuscule et la sensation du devoir accompli qui planait sur eux deux. « Savez-vous ce que j'ai appris à